Nissim Zvili, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je voulais avoir votre avis sur le fameux plan de paix de Donald Trump, présenté par Donald Trump ces derniers jours. Quelle est votre position lorsque vous voyez ces cartes du plan de paix américain et ces annonces qui sont faites dans l'entourage de Benjamin Netanyahu à propos de l'instauration de la souveraineté israélienne et de la création d'un État palestinien ? Je crois qu'on peut parler d'un plan, mais on ne peut pas parler d'un plan de paix. Penser que ce plan va mener vers la solution du conflit israélo-palestinien, c'est une illusion. Vous savez, dans des affaires politiques, comme dans la vie, quand il y a un grand gagnant et un grand perdant, ça ne marche jamais. C'est toujours, les résultats sont complètement inattendus. Ce que ce plan donne carte blanche à Bibi maintenant et peut-être à Gantz dans 2 mois ou 3 mois de faire vraiment ce qu'il veut sur le terrain. Il n'y a presque aucun signe de souveraineté palestinienne, même quand il parle d'un État palestinien indépendant. Et je crois que c'est un plan qui a été préparé par des Israéliens surtout, qui ont une idée fixe, c'est de sanctifier la terre d'Israël, ou bien, je dirais, avec une tendance ultranationaliste, je dirais. Et en fin de compte, ce plan, s'il va être réalisé, et ce que je ne crois pas, il mène à un État binational, il ne mène pas à 2 États séparés. Mais pourtant, Nissim Zvili, on peut peut-être tout simplement revenir un peu en arrière dans l'histoire et revenir par exemple aux accords d'Oslo. Et vous étiez à l'époque l'un des dirigeants du Parti travailliste. Il faut bien avouer que les essais et ce qui s'est passé au moment du processus d'Oslo n'ont pas abouti. Rien n'a marché à partir du processus d'Oslo. Alors peut-être que, avoir modifié les paradigmes, avancer une autre approche, par exemple, ne pas donner raison, par exemple, au fait que Saeb Erekat disait, lorsqu'on lui proposait 90%, eh bien on va attendre que l'on nous propose 100% de la Judée et de la Samarie. Finalement, peut-être que c'est peut-être là la solution. D'abord, la différence entre les accords d'Oslo et ce plan, c'est que ça, c'est un plan unilatéral. C'est un plan de paix entre Trump et Bibi. C'est un plan peut-être de sauvetage entre 2 hommes politiques qui sont accusés de corruption, ou bien personnelle, ou bien politique. Même le plan Clinton. Laisse-moi terminer. Et le plan d'Oslo, c'était pas un plan de paix. C'était un plan avant paix. Ça veut dire que c'était pour préparer le terrain, pour essayer de voir si on est capable de vivre ensemble dans certains, je dirais, cadres, dans un certain cadre d'accord. Et il y a eu à cet accord, malgré les critiques, et malgré qu'il n'était pas parfait, et malgré qu'il n'a pas été implémenté comme il fallait l'implémenter, il y a eu d'abord des conséquences positives importantes, comme l'accord de paix avec la Jordanie, qui est aujourd'hui un atout clé pour l'État d'Israël. Deuxièmement, l'État d'Israël et l'armée israélienne sont sortis de toutes les 7 grandes villes palestiniennes et qu'on n'avait plus à assumer la responsabilité de la vie quotidienne de 2,5 millions ou 3 millions d'habitants. Et quatrièmement, la coopération ou la coordination sécuritaire qui est jusqu'à présent un élément très important. Ça veut dire on peut critiquer les accords d'Oslo et dire qu'ils n'étaient pas parfaits,
mais c'était des accords qu'ils ont fait un pas géant. Le problème, c'est que Rabin a été assassiné et que Arafat n'avait pas suffisamment de volonté vraiment d'avancer vers un accord, mais c'était pas le problème du plan, c'était le problème qu'on a donné à cet accord trop de temps. Il aurait dû être limité à 1 an ou 2 ans et pas à 5 ans. Mais le problème, est-ce que finalement le problème d'Oslo, c'était pas aussi la politique de refus systématique des Palestiniens? Parce que vous me disiez tout à l'heure que ce n'est pas que c'est un plan de Trump et de Bibi Netanyahu, mais par exemple là, le plan de Clinton en 2000, c'était aussi un plan américain qui a été proposé et qui a été refusé par les Palestiniens. Le plan d'Olmert en 2008, c'était un plan israélien qui a été proposé par Ehud Olmert et qui a été refusé par les Palestiniens. Et finalement, est-ce que le problème n'est pas la position de refus systématique des Palestiniens à tout plan? Vous savez, quand j'étais ambassadeur d'Israël en France, Sharon était Premier ministre. Oui. Et c'est lui qui a pris la décision d'évacuer la bande de Gaza. Oui. Et pendant sa visite en France, je lui ai posé la question: pourquoi tu n'as pas discuté et négocié l'évacuation de Gaza avec l'autorité palestinienne? Mm-hmm. Il m'a dit que si on aurait commencé, sa réponse c'est que tout d'abord, moi j'analyse les intérêts de l'État d'Israël. Et quand je suis arrivé à la conclusion que notre présence à Gaza n'était pas seulement nécessaire, mais était nuisable à la sécurité de l'État d'Israël, j'ai décidé de réaliser immédiatement une politique de clear cut, c'est-à-dire de prendre des décisions que si on aurait négocié avec les Palestiniens, ça aurait pu prendre des mois, des ans, des années. C'est pas ce qui m'intéresse. D'abord les intérêts de l'État d'Israël, et il a fait. C'est exactement la politique d'identifier les intérêts de l'État d'Israël. Ceux qui croient laissez-moi terminer, ceux qui croient que les intérêts de sécurité et d'existence de l'État d'Israël, c'est de vivre dans un État binational, j'ai pas de débat avec eux. Ils croient ça, le plan leur donne une très bonne réponse. Ceux qui pensent que l'avenir de l'État d'Israël, c'est d'assurer son existence comme un État juif et démocratique, c'est se séparer des Palestiniens. Maintenant, quand on le fait de la façon que ce plan le propose, ça ne nous libère pas de la responsabilité et du poids de la domination sur un autre peuple. Parce que toutes les fonctions sécuritaires, même s'il y aura un État palestinien, ceux qui vont contrôler les routes, par exemple, seront des soldats israéliens. Il y aura de la présence de l'armée israélienne dans ces territoires, tous les éléments sécuritaires dans l'État palestinien indépendant. Ce que Trump a essayé d'expliquer combien il est intelligent, il prévoit tout. Ça veut dire que même ces 70% du territoire vont être sous la présence militaire et sécuritaire de l'État d'Israël. C'est inconcevable. C'est complètement débile de croire d'appeler ça un État indépendant. Est-ce que c'est plus incohérent de croire cela que de dire, comme était l'un des axiomes d'Oslo, de confier, on va dire, la sécurité d'une partie de l'État d'Israël au service palestinien, et que ça s'est retourné contre l'État d'Israël au moment de l'Intifada? Quand exactement on a passé l'autorité sécuritaire d'une partie de l'État d'Israël aux bains palestiniens? Lorsque au moment du processus d'Oslo, on a mis en place avec l'autorité palestinienne une sorte de police qui est devenue une sorte d'armée dans la structure palestinienne à l'époque, au moment du processus d'Oslo. Mais c'était dans le cadre d'un accord, et c'était des forces comme il existe aujourd'hui, jusqu'à présent, de coopération
entre les Palestiniens et les Israéliens pour essayer de lutter contre les courants les plus extrémistes comme le Hamas et le djihad. C'était exactement l'intérêt des deux pays. C'était pas quelque chose qu'on leur a obligé, on les a pas obligés à faire ça. C'est exactement à la minute que ça s'est arrêté, il y a eu la deuxième intifada. Alors, je voudrais peut-être revenir, Nissim Zili, sur vous parliez du refus des Palestiniens. En fait, les Palestiniens n'ont pas accepté ce plan, mais il y a un élément qui est nouveau, on va dire peut-être même par rapport à ce qui s'est passé au moment d'Oslo, c'est que le monde arabe reste très silencieux, pour ne pas dire presque, au moins une partie, ce que l'on appelle les pays modérés, semble presque accepter de facto le principe d'un tel accord. Ou d'un tel plan. Finalement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que en poursuivant leur politique de refus, les Palestiniens risquent de se retrouver totalement isolés ? Oui, je crois que c'est un de grands dangers. Je crois que les Palestiniens ont été délaissés par la majorité des pays arabes, surtout parce que ces pays essayent de protéger leurs intérêts eux-mêmes et ne veulent pas soutenir les Palestiniens à tout prix, comme ils l'ont fait depuis des années. Mais ce qu'il faut prendre aussi en considération, c'est que déstabiliser un régime comme celui de la Jordanie, du roi de la Jordanie, de mettre en danger le régime en Jordanie, s'il va y avoir une rebelle quelconque, s'il va être déstabilisé de son trône, c'est un enjeu beaucoup plus important que le soutien des Émirats ou pas. Les Émirats, toute leur vie, ce qu'ils ont fait, c'est de payer de l'argent, comme ils même maintenant sont en train de financer le Hamas à Gaza, directement ou indirectement par le gouvernement israélien. Et pour moi, la frontière avec la Jordanie, c'est le Qatar, hein, c'est pas l'ensemble des Émirats. Le Qatar, pardon. Je dis que pour moi, du point de vue sécuritaire, la frontière avec la Jordanie, qui est, je crois, la plus longue. Non, je suis pas sûr, c'est ou la plus longue ou l'Égypte. Oui, c'est la plus longue. C'est la plus longue, qui est sécurisée 100% par l'armée jordanienne et qu'il n'y a aucun attentat là-bas. Il n'y a aucun acte militaire, ni contre des Israéliens, ni sur la frontière. Pour moi, c'est un atout très important. Et c'est maintenant ce que... Mais la vallée du Jourdain, si je ne m'abuse, dites-moi si je me trompe, peut-être je me trompe, mais Rabin aussi voulait conserver la souveraineté sur la vallée du Jourdain. Je parle pas, je parle exactement de ça. Je parle de stabiliser la frontière avec la Jordanie. Maintenant, quand vous parlez de la vallée du Jourdain, vous savez, il y a le Jourdain. C'est comme vous parlez de Jérusalem unifiée. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue, ça veut dire quoi? Jérusalem unifiée. Ça veut dire où est la frontière de la ville. On sait que quand on arrive à Jaffa, on est passé d'une ville à l'autre. Quand on arrive à Bat-Yam, on est passé d'une ville à l'autre. Sharafat, c'est quoi? Tous les quartiers palestiniens. D'abord, c'est déjà promis dans le plan de Trump qu'il va y avoir que Jérusalem Est va être aussi la capitale palestinienne, mais bon, c'est des théories. Mais je dis que la vallée du Jourdain, c'est la même chose. Il y a le Jourdain, il y a les rives du Jourdain, après il y a le Kvish, la route 90, après il y a 15 kilomètres jusqu'au Kvish, la route Alon. Oui. Alors quand on dit que le Jourdain, c'est un borderline, c'est une frontière de sécurité nécessaire pour assurer, on parle du Jourdain. Si on veut parler de la vallée du Jourdain, chacun peut avoir sa vallée. C'est une vallée qui peut être de 5 km, de 3 km, ou bien de 20 km. Ça veut dire un tiers de l'État palestinien. Et vous savez, quand on parle de politique et de plans sur la carte, il faut connaître la carte. Et 80% des personnes, des citoyens israéliens
ils ont des idées générales de ce qui se passe. La majorité d'entre nous ne sont jamais passés par la vallée du Jourdain. Et quand on a une impression qu'on parle de quelque chose qui est complètement confus, alors chacun a sa vallée du Jourdain, comme chacun a sa Jérusalem unifiée. C'est pas. Alors, c'est pour ça qu'il y a des hommes politiques qui doivent faire des plans intelligents. Alors, une dernière question, Nissim Zvili. À votre avis, aujourd'hui, vous qui êtes retiré de la vie politique, c'est quoi votre solution, finalement? Si ça, c'est pas un début de solution, alors quelle est votre solution? Moi, vous savez, ma solution est beaucoup plus compliquée que la réalité. Moi, je crois qu'il faut séparer entre les deux entités, la bande de Gaza et la Cisjordanie, de créer dans la bande de Gaza un genre d'émigrants qui peut être Monaco du Middle East, peut-être, si on investira, ou bien il y aura des investissements nécessaires. Ça peut être une région magnifique. Sans le Hamas, c'est-à-dire sans le Hamas. Moi, je décide pas qui c'est qui dirige cette région. Et après, il y aura la West Bank, qui sera, les frontières de 67, on peut même plus en parler mais une autre autorité qui sera aussi indépendante avec trois ou quatre blocs d'Itnachlouyot qu'on connaît tous, qu'on parle tous de Maale Domim, ou bien de Gush Etzion, ou bien d'Ariel, et que de se séparer des Palestiniens, de ne pas assumer la responsabilité sur 3 millions d'êtres humains. Eh bien, Nissim Zvili, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions après la présentation donc de ce plan de paix américain. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée, shalom. Merci.